Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. L'actualité de la semaine passée était un peu dans le rythme estival, si on peut dire. Doucement le matin, pas trop vite le soir, si l'on accepte l'atmosphère très lourde qui a accompagné le rapt de la petite Nihel. Un rapt qui a bouleversé le pays tout entier. C'est ce sujet que nous traiterons en premier. Puis, nous passerons à l'autre rapt, celui du FLN, sur lequel le régime a mis le grappin, comme chacun le sait, depuis 1962, dont il a usé jusqu'à la corde de ce qu'il véhiculait comme imaginaire révolutionnaire, qu'il utilise pour assouvir les ambitions personnelles des uns et des autres, et de toute la nomenclatura qui se bouscule à la mangeoire. Nous évoquerons donc cette initiative d'anciens moujaheds, ou qui se présentent comme tels, qui ont vigoureusement demandé le départ de Saadani du FLN, dont ils disent qu'il tient ce parti en otage. Ces signataires sont Zahra Drif Betat, commandant Azdin, Abdelrahman Sherif Mzian, Mariam Ben Hamza, Wali Ait Ahmed, le général Abdelmajid Sherif et Yassou Saadi. Yassou Saadi qui a déclaré qu'il n'avait pas signé le document qui a été remis à la presse à son insu, dit-il. Nous essaierons de savoir ce qui a réveillé ces gens. Pourquoi dénoncent-ils maintenant cette prise d'otage du FLN alors qu'eux-mêmes, ou plutôt la majorité parmi eux, faisaient partie de ceux qui étaient à l'ombre du régime et qui en ont, pour le moins, très largement profité. Je dirais même que certains parmi eux étaient au premier rang des habitués du râtelier. La question du tourisme s'est posée aussi, parce que les rares Algériens qui ont les moyens de partir en vacances, sans toutefois pouvoir partir ailleurs, ont découvert avec stupeur l'état lamentable des plages algériennes, la cherté des hôtels, des campings, la carence criarde des services. Les Algériens de la diaspora qui ont eu le courage de venir passer leurs vacances dans leur pays ont amèrement déchanté, pour la plupart. Depuis les compagnies de transport transport aérien et maritime, qui ont un quasi-monopole sur l'Algérie, jusqu'à la qualité détestable des infrastructures touristiques, en passant par l'incivisme triomphant d'une société qui semble avoir perdu son chemin. Et enfin, nous évoquerons la question de la retraite, la situation des retraités et le projet de loi sur la retraite anticipée. Aujourd'hui, Liberté. Zahra Drif Betat riposte au bureau politique du FLN. Saadani veut mettre le pays sous tutelle étrangère par Mehdi Mhenni. Al-Watan. Décès de la petite Nihel, colère et incompréhension par Hafid Azzouzi. Algérie Focus. Retraite anticipée, les syndicats montent au créneau. D'où Samar. avec nous aujourd'hui pour en parler, un invité unique, Ali Benouari, président de Nida Al-Watan. Ali Benouari, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je salue nos amis téléspectateurs par la même occasion. Merci. Alors, si nous commencions par cette douloureuse, cette tragique histoire de l'enlèvement puis de l'assassinat de la petite Nihel. Oui, c'est un événement tragique. Tout le monde l'a souligné. La presse, les réseaux sociaux se sont enflammés pour la cause de cette fillette. J'en profite pour présenter mes condoléances à sa famille. C'est triste. Je condamne bien entendu, comme tous les Algériens, ce crime atroce commis à l'endroit d'une fillette innocente. Ce n'est pas, hélas, la première fois que cela arrive dans notre malheureux pays, hélas. Oui.
Vous saviez, Elie Benouari, qu'il n'y a pas en Algérie, moi je l'ai découvert, j'ai été stupéfait de l'apprendre, qu'il n'y a pas de plan alerte enlèvement en Algérie. Vous le saviez? Non, je ne le savais pas. Sincèrement, je ne le savais pas. Mais je peux vous dire que ce plan alerte enlèvement, depuis que le téléphone mobile a gagné la planète entière, des plans alerte enlèvement existent dans tous les pays, je dis bien dans presque tous les pays. Dès qu'un enfant est enlevé, immédiatement l'alerte est donnée, grâce précisément à la téléphonie mobile. Il est très stupéfiant qu'en Algérie, on n'ait pas pensé à ça, vu la recrudescence des enlèvements, des kidnappings, des crimes commis à l'égard d'innocents comme cette malheureuse fillette. Mais c'est quand même stupéfiant. Il suffit qu'il y ait un numéro vert, comme on dit, pour que les gens appellent. Et ce genre de procédé, c'est justement pour éviter qu'on ne parte trop loin avec l'enfant qu'on vient d'enlever, pour essayer de circonscrire un peu la part géographique où il a été enlevé, pour essayer de... C'est stupéfiant de ne pas y avoir pensé, c'est quasiment incroyable. C'est incroyable, mais il faut peut-être, hélas, que des événements tragiques comme celui-ci se répètent, que l'opinion publique s'émeuve pour que les pouvoirs publics réagissent. Je suis presque certain maintenant qu'il y a eu une levée des boucliers, qu'il y a eu une vague d'émotions qui a soulevé le pays. Je suis sûr et certain, puisque les moyens existent, que le pouvoir va faire quelque chose, enfin du moins je l'espère. Vous parliez de cas qui se répètent. Justement, on en arrive à cette question du chiffre, des statistiques. Pour 2016, on ne connaît pas encore les chiffres, puisque l'année est encore en cours. Mais pour 2015, le ministère de la Justice a déclaré, très officiellement, que le nombre des enlèvements d'enfants était de 15 enlèvements, tous enlèvements confondus. Or, la société civile, et notamment NADA qui est un réseau constitué de plusieurs associations de défense des droits de l'enfant, a avancé qu'il y a eu exactement 278 cas d'enlèvement et de tentatives d'enlèvement qui ont été déjoués par les citoyens ou par les services de sécurité. 278. Vous voyez la différence entre 278 et 15? Pourquoi avoir déclaré 15 cas alors qu'il y en a eu 278? On peut comprendre, puisque maintenant on connaît le pouvoir, notre pouvoir, hélas. Cela fait plus d'un demi-siècle qu'on est habitué à ce qu'on nous ment, Le pouvoir, évidemment, ne peut pas laisser sortir toutes les informations qui pourraient montrer ses carences. C'est la même chose dans le domaine économique, c'est la même chose dans le domaine des émeutes. Le pouvoir ne parle pas des milliers d'émeutes qui ont lieu chaque année en Algérie parce qu'il veut donner l'image d'un pouvoir qui contrôle la situation et qui travaille pour le bien-être de la population. Bien entendu, c'est faux. Mais disons que je peux comprendre, même si c'est révoltant, je peux comprendre que ce pouvoir ne peut pas faire autrement, ne peut pas agir autrement, comme je le dis souvent. Sa nature le pousse à mentir au peuple et à donner l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais nous savons tous, hélas, que ce n'est pas vrai. Mais c'est Elie Benouari. Oui. On sait bien que généralement, tous les États du monde, même les plus démocratiques, traficotent un peu les chiffres, ou du moins qu'ils essayent de manipuler très subtilement, mais c'est vraiment à quelque chose de très très près. Ce n'est pas de 15 à 278. C'est comme pour le chômage, par exemple. Ce n'est pas le taux de chômage qui est avancé, qui est moins de 12%, je crois, alors que le chiffre réel doit avoisiner les 30 à 40%. Vous imaginez la différence? Non, mais c'est la même chose. Oui. C'est la même chose. Parce que la portée du chômage que tout le monde constate et vit au quotidien n'est pas la même. Tout le monde sait qu'il y a du chômage. Mais ces enlèvements, ces meurtres d'innocents ont de quoi soulever l'indignation, une indignation plus forte. Et je peux comprendre que le pouvoir ne tient pas à ce que cela se sache. Pour moi, c'est simple. C'est l'effet d'une même cause. Rien ne m'étonne de ce pouvoir, rien. Et puis j'ajoute que si nous avions un Parlement qui est digne de ce nom, si la société civile était autorisée à s'organiser, à s'exprimer, si le mouvement associatif n'était pas brimé, si les partis politiques étaient autorisés
à activer au grand jour, bien entendu que ce genre d'événement ne passerait pas sous silence et que les vrais chiffres ressortiraient, ne serait-ce qu'au niveau parlementaire, où les ministres seraient interpellés, seraient interpellés de plusieurs manières. Mais comme le pouvoir est muselé, la liberté est muselée, entravée, ça profite évidemment, ça encourage l'omerta. Il y a une véritable omerta organisée par le régime sur tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire sur toutes les carences, sur tout ce qui ne va pas, qui peut être directement attribué au pouvoir. Eh bien, le pouvoir fait tout pour que cela ne se sache pas, ou du moins que l'on réduise le nombre de viols, le nombre de meurtres, le nombre d'émeutes, le nombre de suicides, n'est-ce pas? Beaucoup d'Algériens se suicident. Évidemment, ce n'est pas à l'avantage du régime que cela se sache. Vous voyez, alors cette tragique affaire a suscité une émotion, comme vous le savez d'ailleurs, vous-même qui suivez. Grâce aux réseaux sociaux, principalement. Une grande indignation, une grande émotion, mais le plus curieux, c'est que tout le monde s'est rué sur cette revendication d'un retour pour l'application de la peine de mort. Même plus, les gens appellent à décapiter sur la place publique, certains appellent au qisas, d'autres appellent au lynchage, à la pendaison publique, on veut. Bien sûr, j'en profite pour vous donner mon avis là-dessus. Oui, justement. Voilà précisément le type de réaction que le pouvoir encourage, aime voir fleurir et surgir. Parce que, au fond, c'est comme si le peuple demande au pouvoir de le protéger en rétablissant la peine de mort. Et vous verrez que probablement le pouvoir va écouter, n'est-ce pas? Il va pour donner l'impression qu'il écoute le peuple et que lui aussi, le pouvoir, veut venger la mort de cette fillette. Donc, et puis en plus, ce qui est le plus grave, c'est que c'est un pouvoir régalien. La peine de mort est un pouvoir est du ressort du seul pouvoir. C'est le pouvoir qui décide d'exécuter les gens qu'il condamne lui-même à mort, n'est-ce pas? Méfiez-vous, faites très attention, même si l'intention est noble, c'est quelque chose qui peut se retourner contre vous. Au fond, c'est comme si vous demandiez au pouvoir d'appliquer la peine de mort à n'importe quel Algérien qui mécontente pas seulement contre ceux qui tuent des enfants innocents, mais le pouvoir serait tenté d'exécuter à mort, de mettre à mort d'exécuter les peines de mort pour soi-disant répondre à la volonté unanime, à l'émotion unanime des gens, mais en réalité le pouvoir peut très bien utiliser ça à son propre profit. Comment voulez-vous confier à votre bourreau, à quelqu'un qui vous emprisonne, le soin de vous juger et de vous condamner à mort? C'est absolument ubuesque, c'est incroyable. Seul un pouvoir démocratique peut établir ou rétablir la peine de mort. Seule une justice indépendante peut exécuter, décider de l'exécution, de mettre à mort, d'exécuter quelqu'un qui a été jugé et dont on a pu prouver qu'il est véritablement coupable. Alors je dis aux Algériens, méfiez-vous, ce pouvoir ne peut pas appliquer la peine de mort, il ne faut surtout pas. Il faut au contraire militer pour abolir la peine de mort, du moins tant que nous n'avons pas un régime démocratique. Le jour où nous aurons des institutions qui fonctionnent démocratiquement, un débat peut être ouvert sur la question, les Algériens pourront donner leur avis et à ce moment-là, la majorité décidera. Mais justement, exiger de cette façon l'application de la peine de mort dans un système tel que celui de l'Algérie où, j'allais dire l'État, où le régime, le pouvoir est illégitime, est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière, comme vous le disiez vous-même à l'instant, de façon subliminale, de façon, j'allais dire consensuelle, donner feu vert à ce régime et donc reconnaître sa légitimité et sa... Bien sûr, c'est une manière de légitimer le pouvoir. C'est comme si on demandait au pouvoir de nous protéger contre les assassins. Oui. Comment demander à un pouvoir qui lui-même est un pouvoir assassin, qui a tué beaucoup d'innocents et qui tous les jours organise des injustices, comment demander à ce pouvoir d'appliquer la peine de mort? C'est terriblement dangereux. Je crois que le peuple algérien
Tous les Algériens ont intérêt à ce que la peine de mort soit abolie avec un régime pareil. Qui voudrait mettre entre les mains de ce régime sa vie? Qui pourrait confier à ce pouvoir illégitime, à ce pouvoir paré de tous les vices, lui confier le soin, le droit de vie et de mort sur nos concitoyens? Mais Ali Benouari, les conservateurs, les mouvances conservatrices de ce pays, notamment les islamistes, pour les nommer, sont en train de dire non, ça c'est la peine de mort, c'est une disposition prévue par Dieu lui-même. On ne peut pas ne pas rendre justice à la victime et à sa famille. L'application de la peine de mort doit se faire en dehors de toute autre considération. Qu'est-ce que vous pourriez leur répondre Je leur répondrai que malheureusement, ce n'est pas Dieu qui gouverne. Dieu n'a jamais été député, ni ministre, ni chef d'État. C'est des êtres humains comme vous et moi qui sont chargés d'appliquer les lois, qui sont chargés d'élaborer les lois, etc. Donc il faut juste espérer, il faut dire, je dis à ces gens-là, à ceux qui mêlent Dieu à toutes nos affaires, n'est-ce pas, qu'elles soient politiques ou autres, je leur dis faites très attention, parce qu'on ne peut pas opposer le pouvoir à Dieu. On peut opposer le pouvoir au peuple, on peut opposer le pouvoir aux administrés, parce que c'est tout de même les citoyens qui sont censés élire le pouvoir, ce n'est pas Dieu, et nul n'est parfait. Donc même si quelqu'un arrive au pouvoir en utilisant la religion, qui nous garantirait contre l'arbitraire de cet homme? Qui nous garantirait contre l'arbitraire d'un pouvoir qui se revendiquerait de Dieu? Je suis certain que ce pouvoir serait infiniment plus dangereux, parce qu'il se revendiquerait de prescriptions divines pour exécuter les gens. Il faut faire très très attention. Mais pourquoi Ali Benouari, pour moi, est une véritable supercherie. Malheureusement, le pouvoir est exercé par des êtres humains. Et les êtres humains, nous connaissons tous leurs faiblesses. Le Coran, la religion, les religions sont faites pour améliorer les gens. Mais qui peut décider si quelqu'un mérite d'exercer des fonctions publiques, mérite d'exercer le pouvoir pour administrer ses concitoyens? Et là, ce n'est pas Dieu. Ça ne peut être que des êtres humains. Et l'être humain est faillible. Il a des défauts. Donc ne mêlons pas cette question, ne nous éloignons pas du sujet. Le vrai sujet, c'est la nature arbitraire du pouvoir qui s'exerce sur tous les Algériens, quels qu'ils soient. Mais Ali Benouari, excusez-moi de vous interrompre. Le pouvoir a eu la main lourde contre les islamistes. Il n'a pas hésité à tuer des milliers, des dizaines de milliers de gens, à faire disparaître des gens. Des gens, on ne sait toujours pas où ils sont. Comment faire confiance? Comment est-ce qu'on peut faire, même un islamiste peut faire confiance à ce pouvoir? Je crois que dans cette question-là, tous les Algériens doivent avoir la même position. Il ne saurait être question de mêler les affaires de religion à une affaire bassement politique. Oui, mais Ali Benouari, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Alors, pourquoi, plutôt que d'asséner des opinions et d'autres, des visions sociétales ou d'autres, pourquoi ne pas essayer d'aller vers un vrai débat de la société civile qui pourrait s'emparer d'un tel sujet pour en parler, quitte à forcer un peu le passage, parce que le régime n'a pas intérêt du tout à aller vers ce genre de débat de fond. Pourquoi ne pas tout faire, vous, qui êtes président d'un parti auquel on a refusé, je signale, l'agrément? Pourquoi ne pas essayer d'aller vers ce débat profond de la société? Pourquoi ne pas impliquer le plus de gens possible pour parler de ça, plutôt que d'asséner une chose ou une autre? Mais parce que c'est un débat qui ne peut pas être dissocié des autres débats. Vous croyez que la priorité aujourd'hui des Algériens, c'est la peine de mort? Ce n'est de loin pas la priorité. Et pas plus pour la peine de mort que pour tous les autres sujets, le pouvoir ne laissera les gens s'exprimer librement. Cela, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ce pouvoir ne tolère pas la liberté d'expression, ne tolère pas la liberté d'association, ne tolère aucune autre voie que la sienne. Donc on peut débattre de la peine de mort, on est en train de le faire. On peut débattre de la façon dont l'économie est gérée, on le fait. Mais on le fait dans des cercles, dans des cercles étroits. Il n'y a pas, par exemple, on en parle, vous et moi, Magharibiya, des chaînes plus ou moins indépendantes, les réseaux sociaux parlent quand même, on arrive à parler librement de beaucoup de sujets. Mais ce que le pouvoir interdit, c'est ce qui lui est le plus dangereux, c'est-à-dire laisser des meetings populaires.
Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de meeting populaire? Pas plus que les réunions dans de petites salles ne sont autorisées. Pourquoi des petites marches ne sont pas autorisées? Pourquoi des sit-ins ne sont pas autorisés? En fait, le pouvoir ne veut pas que les Algériens se réunissent et puis pour agir, n'est-ce pas? Il veut confiner le débat à des cercles restreints, à des salons, voire à des chaînes, au niveau de chaînes étrangères comme Maralibia, et il limite les dégâts. Mais descendre dans la rue, mais se réunir publiquement avec des gens, faire des meetings populaires, jamais. Regardez l'état d'urgence, combien d'années il a duré. Et bien qu'il a été levé il y a 2 ans, ce n'est pas pour autant que les gens peuvent manifester librement, alors que la Constitution et les lois le permettent. Non, c'est un pouvoir qui ne tolère pas l'expression libre, qui ne tolère pas l'association libre. C'est un pouvoir qui monopolise, qui s'accapare tous les canaux possibles, des canaux d'expression aux canaux des politiques. Par exemple, les partis politiques ne sont pas autorisés à activer. Justement, nous allons arriver à cette histoire du parti FLN, oui. Qui lui aussi a pris en otage, il faut le dire, c'est un véritable rapt de la volonté populaire et un rapt d'un FLN, d'un mouvement, d'un parti révolutionnaire qui a conduit la révolution algérienne, qui a été qui a atteint une sorte de, je ne sais pas, le FLN pour les Algériens, du moins pendant les années de la révolution, était pour les Algériens quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ils représentaient toutes leurs aspirations, tous leurs espoirs. Et donc, ce FLN-là a été capté par ceux qui ont perpétré le coup d'État dès l'indépendance, qui sont aujourd'hui, c'est le même régime. Donc. Et aujourd'hui, sont sorties des voix, se sont exprimées des voix, mais du sein même du Sérail, ce sont des gens qui ont toujours fait partie du Sérail, et qui aujourd'hui dénient à Saadani de prendre le FLN en otage. Donc j'aimerais que vous entendre nous donner votre avis sur cette question. Je rappelle que ceux qui ont signé, c'est Zahra Dref, l'épouse de Betat, Feu Betat, commandant Azdin, Abdelrahman Sherif Mzian, Myriam Ben Hamza, Wali Ait Ahmed, le général Abdelmajid Sherif et Yassib Saadi qui a démenti avoir signé. Oui, pour moi ce n'est pas très étrange. La plupart des personnes que vous avez citées ont occupé des fonctions sénatoriales, de sénateurs au titre du tiers présidentiel ou ont occupé des fonctions au sein du Sérail et ne se sont pas illustrés pour s'être démarqués de ce régime depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, à part le commandant Azdin, que je respecte beaucoup. Finalement, regardez, tous les autres sont des nervis du système, qui ont bien profité. Alors aujourd'hui, qu'ils veulent se démarquer, le FLN au musée, mais des Algériens, de braves Algériens, des héros, comme Ait Ahmed, comme Boudiaf, n'ont jamais arrêté de protester contre l'utilisation du FLN dès l'indépendance à des fins partisanes. Quand je dis à des fins partisanes, c'est au service d'une mafia. C'est toujours la mafia qui dirige et qui utilise le FLN pour se légitimer. Le FLN donne des lettres de noblesse, de légitimité à une bande de malfaiteurs. Oui, c'est comme cela qu'il faut les appeler. Ce sont des malfaiteurs, tous tels qu'ils sont, qui ont utilisé le FLN pour arriver à leur fin, et le système, bien entendu, lui-même, même s'il a été géré par des gens qui n'ont pas appartenu au FLN. Le FLN, depuis 1989, n'est plus le parti unique. Donc, d'autres partis, comme le RND, jouent le rôle aussi, jouent le même sale rôle. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le FLN qu'il faut renvoyer au musée, et c'est une exigence profondément démocratique du peuple, mais c'est aussi le RND et tous les partis fantoches que le pouvoir a créés pour se légitimer. Voilà, je ne peux pas vous dire plus que cela. Mais pourquoi, Ali Benouari, pourquoi maintenant, et pourquoi Saadani, et pourquoi ces gens qui ont toujours été, sauf comme vous le dites, commandant Azdin, commandant Zarari, les autres ont toujours été au cœur de ce régime. Ils ont profité depuis 1962
à ce jour, sans aucune interruption. Pourquoi maintenant montent-ils sur leurs grands chevaux et se font-ils passer pour des maquisards immaculés qui s'offusquent que le FLN puisse être pris en otage? Pourquoi maintenant et pourquoi Saadani? Pourquoi Saadani seulement? Honte. Moi, à leur place, j'aurais honte de le dire. Mais pourquoi aujourd'hui vous posez... La question est pertinente. Parce qu'à mon avis, ça sent la fin de règne. Ces gens se sentent quelque part orphelins. Oui. Fin de règne ou règlement de compte entre clans? Oui, d'abord c'est des clans, le système se lézarde entre plusieurs clans, on le voit, notamment depuis le départ du général Tawfiq. On s'en donne à cœur joie, on s'étripe, on s'écharpe pour tout. Et la question qui est lancinante, qui est derrière tout cela, c'est la succession du président Bouteflika. Sa succession aiguise les appétits. Sa succession pose des problèmes institutionnels, c'est-à-dire qu'il sera difficile, après sa disparition, pour le système de se renouveler de la même manière, c'est-à-dire en utilisant de nouveau le FLN. Donc maintenant qu'ils sentent que la fin du système est proche, ils appuient sur cette malheureuse bête, cette monture qui s'appelle le FLN, pour la mettre à terre et pour apparaître comme des héros, comme des oraux. Regardez, on l'a mis à terre, cette bête. N'est-ce pas? Honte à eux qui n'ont pas cessé de l'utiliser, de monter cette bête, cette monture, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais de toute façon, le FLN est condamné. Encore une fois, ça ne sert plus à rien de focaliser sur le FLN parce que tout le monde, il est totalement discrédité. Il ne vaut plus rien. Regardez, est-ce que vous entendez le FLN activé dans les communes, dans les régions? Le FLN n'existe plus. C'est une coquille vide. C'est juste un sigle, comme le RND, comme le machin de Amara bin Younes, comme l'a été le Parti du Travail de Louisa Hannoun, comme tous ces partis croupions, ces partis fantoches, ces instruments, ces choses que le pouvoir a utilisées pour se parer d'une vertu démocratique, institutionnelle. En réalité, tous ces partis ne pèsent rien, mais strictement rien. Ce sont des... Mais Ali Benouari, quand on sait que Saadani est le vrai porte-parole, il est la vraie façade des frères Bouteflika et notamment et surtout de Saïd Bouteflika. Quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, il y a eu une attaque en règle de Belkhadim contre Saadani, donc contre Saïd, un autre cadre du comité central, j'ai oublié son nom, il a même prononcé le mot de Bouteflika. Il a dit Bouteflika est président d'honneur du FLN, mais il n'a rien à voir, il n'a aucune décision à prendre, c'est pas son affaire. Il a dit ça, publiquement, à la presse. Et que maintenant il y a cette montée au créneau de ces gens que je viens de citer, donc qui montent au créneau, sauf Yassou Saadi qui dit non, moi je n'ai pas signé, je n'ai rien communiqué à la presse, on a usurpé ma signature. Est-ce que ce n'est pas maintenant l'apparition d'un conflit déclaré, d'un conflit ouvert, et qui est vraiment derrière les frères Bouteflika, ceux qui attaquent les frères Bouteflika? Ce sont les résidus de l'ancien système. Ce sont des résidus, des orphelins, mais en même temps des orphelins qui ont l'appétit féroce, qui restent quand même avec des ambitions féroces. Ils veulent absolument ne pas être les perdants de l'après-Bouteflika. Alors il y en a qui cherchent à reconquérir le FLN, parce que, pense-t-il, Bouteflika parti, la branche la plus légitime à laquelle il faudra absolument s'accrocher, c'est le FLN. C'est le cas de Belkhadim, c'est aussi le cas de Saïdani, c'est le cas aussi de tous ces gens qui font du FLN un théâtre, un terrain de bataille, n'est-ce pas, un enjeu de pouvoir. Pour pouvoir dire, oui, vous savez, nous, c'est pas le RND, bébé moustachu, qui en 3 mois a raflé la majorité des sièges au Parlement. C'est quand même un parti historique, révolutionnaire, qui a ses lettres qui a des lettres de noblesse à faire valoir. Donc, ils veulent, après Bouteflika, une fois que le système s'est effondré, et que peut-être, même dans l'hypothèse où on va vers un système pluripartiste authentique, une démocratie véritable, ils pensent qu'agrippés aux branches du FLN, ils pourront sauver leur peau, ils pourront toujours se présenter aux électeurs en disant, regardez, entre nous
héritier de ce grand FLN et le parti, par exemple, Nida al-Watan, qui vient d'être créé, il n'y a pas photo. Alors ils vont remuer les anciens maquisards, ils vont remuer, ils vont essayer de toucher les vieux, les vieilles, les nostalgiques, n'est-ce pas, d'une Algérie heureuse, d'une Algérie solidaire. Ça reste un enjeu très important et ils pensent pouvoir, ce qu'ils ne savent pas simplement, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le peuple algérien sacre. Le peuple algérien sait aujourd'hui, il sait tout de ces gens-là, il sait que ce FLN n'a rien à voir avec le FLN qui a libéré le pays. Mais eux ne le savent pas, ou même s'ils le savent, ils n'ont pas le choix, ils s'accrochent à toutes les branches possibles. Comme vous verrez, il y en a qui s'accrocheront au RND, en se disant, le RND, ça fait quand même plus de 20 ans. Il vaut mieux être membre du RND que structuré, soi-disant, présent dans toute l'Algérie, connu. L'effet marketing. L'effet marketing, c'est qu'on préfère être membre d'un parti qui est connu plutôt que d'un parti qui vient de naître. Et c'est là où ils se trompent lourdement. L'exemple du fils aurait dû leur servir. Il aurait dû les inspirer. Voilà un parti né de rien et qui rafle la majorité en juin 90 et en décembre 1991. Ils n'ont rien appris, comme disait le général Diap. Ce sont de mauvais élèves. Et vous verrez, si Jamel, que dès que nous aurons des élections libres, ceux qui vont rafler la mise seront des partis inconnus. Je le répète, ce seront des partis inconnus et ce seront probablement des gens inconnus, des jeunes qui vont gagner, qui vont rafler la mise des élections et qui vont enfin, eux, mettre au placard toute cette racaille qui se nourrit sur la baisse depuis l'indépendance. Alors, et si on passait donc de ces touristes de luxe qui squattent le FLN et qui se dorent au soleil de la rente, si on passait de ces touristes-là aux touristes, aux vrais touristes algériens, ceux qui n'ont pas pu partir en Tunisie, en Turquie, au Maroc, en Espagne, les rares Algériens qui peuvent se permettre du tourisme, peut-être un maximum de 20% d'Algériens, et qui donc se sont retrouvés cette année, qui ont découvert, pour la plupart de ceux qui sont venus de l'intérieur du pays, ils ont découvert des plages absolument sinistres, très sales. Certaines photos montrent que des eaux d'égout se déversent au milieu des baigneurs, que des campings sauvages sont aménagés dans les plages, qu'il y a certaines plages où il y a même des vaches, certaines plages où il y a des tessons de bouteilles. C'est complètement atroce et indescriptible. Et donc, et je ne parle pas des services, je ne parle pas de la cherté des hôtels, je ne parle pas... Et donc, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots au sujet de ce tourisme. Quel tourisme? Il n'y a pas de tourisme parce qu'il n'y a pas de politique touristique. Il n'y a pas d'industrie parce qu'il n'y a pas de politique industrielle. Il n'y a pas de culture authentique riche parce qu'il n'y a pas de politique culturelle authentique. Il n'y a pas un environnement sain parce qu'il n'y a pas de politique environnementale. Tiens, je me plaisais à débattre avec un ami hier du sort de Rahmani. Vous connaissez, vous vous rappelez, c'est Rahmani? Et comment? Qui ne s'en rappelle pas et qui ne le connaît pas? Vous parlez de Lucien Walid d'Alger. Intellectuel qui a géré l'environnement et qui a squatté le pouvoir pendant 30 ans. Ouais. Il est où? Il est en train de croquer son argent en France et ailleurs. Après avoir détruit l'environnement, il a fait tout sauf de l'environnement. Prenez l'exemple du ministre du Tourisme, je ne sais plus si c'était Taïb Belriz ou un de ses sbires. En 2005, il a eu l'outrecuidance de dire dans 10 ans, probablement pour paraphraser Mohamed VI, vous savez que Mohamed VI, quand il a succédé à son père, Hassan II, il a fait une véritable politique touristique et ses slogans à lui, il les a réalisés. Il disait par exemple, dans 10 ans, 10 millions de touristes qui vont nous ramener 10 millions de dollars à travers 10 ans de touristique. Eh bien, il a fait tout ça. Et il est passé maintenant à plus que ça. Eh bien, ce misérable ministre, partant de rien, sans aucune politique touristique, il a dit, dans les médias, vous pouvez vérifier, dans 10 ans, donc en 2015, l'Algérie pourra se vanter d'avoir 15 millions de touristes étrangers. Ils sont où, ces 15 millions de touristes étrangers? Mais ils achètent le temps. Les promesses sont faites pour ceux qui les écoutent, pas chez nous. Donc, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de tourisme intérieur. Si vous partez avec votre femme d'Alger à El Oued ou à Tbessa, est-ce que vous pouvez vous arrêter, vous, votre femme, votre fille,
qui ont un besoin urgent? Est-ce qu'il y a des toilettes où elles peuvent faire un besoin urgent? Alors, je parle de quelque chose de vraiment basique. Le pouvoir le sait. Il n'y a pas de politique touristique intérieure, donc il ne peut pas y avoir une politique touristique qui attire des investisseurs étrangers. Rappelez-vous le guide du routard. Ce guide du routard, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme le guide Michelin. Un touriste, quand il va en Pologne ou au Guatemala ou au Tunisie ou au Maroc, et il achète le guide Michelin ou le guide du routard, qui lui dit en gros où il doit aller pour bien manger, les bons hôtels, les pas chers. Eh bien, ils ont fait un guide pour l'Algérie. La surprise, c'est que quand on a lu ce guide, eh bien, on a découvert quelque chose d'absolument stupéfiant. C'est un guide, contrairement à tous les autres guides, pour encourager les gens à visiter tel ou tel pays. Ce guide a été conçu pour l'Algérie pour expliquer toutes les raisons de ne pas aller en Algérie. La saleté, l'environnement qui est repoussant. Le guide du routard, vous nous avez dit? Le guide du routard, absolument. Les gens sales, les restaurants sales, pas d'hôtel, bref, toutes les raisons de ne pas aller en Algérie. Un pays qui va bientôt avoir encaissé 1000 milliards de dollars, qui n'a pas pu construire 10 000 lits ou 15 000 lits, comme dans le jargon qu'utilisent les pays touristiques, qui n'a pas d'école hôtelière digne de ce nom, qui n'a rien, eh bien, il n'y a pas plus qu'on ne peut attirer de touristes algériens à voyager dans leur pays, pas plus qu'on ne peut, à plus forte raison, on ne peut inviter des touristes étrangers à visiter l'Algérie. Est-ce que ce guide du routard parle de la prise d'otage des touristes par Aigle Azur, Air Algérie, la CNAL? Écoutez, elle est Benouari. La logique aurait voulu que, puisque ces compagnies ont le monopole sur l'Algérie, parce que les copains, pour Air Algérie, pour qu'elle ne ferme pas, parce qu'elle est très très mal gérée, et que si elle n'a pas le monopole, elle ferme, et pour Aigle Azur, parce que c'est la compagnie des copains. Donc, il leur donne un monopole non dit. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été intelligent qu'en été, ils baissent leur prix pour permettre à des touristes algériens de la diaspora de rentrer chez eux? Est-ce que le guide du routard parle de ça? Je ne me souviens pas avoir lu ça, mais en tout cas, je peux vous dire que mon épouse, qui est à Alger, j'ai voulu qu'elle prenne Air Algérie, et je peux vous affirmer, c'est vérifiable, que je ne lui ai pas trouvé un billet à moins de 1200 €. Vous avez bien entendu? 1200 €. 2 fois le prix Paris-New York. 1200 € pour... Il a fallu qu'elle se rabatte sur Swiss Air pour 350 francs. Vous avez bien entendu. Air Algérie, en été, dans les moments de pointe, quand il y a affluence, quand beaucoup d'émigrés veulent rentrer chez eux, elle applique des tarifs prohibitifs qui vont jusqu'à 1200 €. Je l'ai vu de mes propres yeux il y a exactement une semaine. Ils font exactement le contraire de ce que font la Tunisie et le Maroc, par exemple. En été, c'est là où les tarifs sont les plus bas pour pouvoir permettre à tous les émigrés marocains et tunisiens de rentrer dans leur pays avec leurs enfants. Et ce qu'ils dépensent en devises permet de rattraper largement les billets qui sont peut-être subventionnés de cette manière-là, comme font toutes les compagnies low cost ou les compagnies charter. Tous les vols organisés aujourd'hui vous donnent des tarifs de transport qui sont pas chers parce que ils se rattrapent sur les hôtels que vous allez louer grâce à eux, etc., etc. En plus des services tout à fait déplorables, lamentables de ces deux compagnies dont tout le monde se plaint. Un service absolument au-dessous de tout. Bien sûr. Et on ne peut même pas incriminer les employés d'Air Algérie. Peut-être on peut incriminer les dignitaires du régime qui dirigent Air Algérie à l'étranger et en Algérie. En Algérie, elle est dirigée par qui vous savez, et à l'étranger, la plupart, si ce n'est toutes les agences d'Air Algérie dans le monde sont dirigées par les enfants de généraux, les enfants de ministres, de Wali, etc., etc. Les listes circulent sur Facebook, je les ai lues, et à commencer par Genève. Genève est dans ce cas. Vous verrez. En plus, vous savez, je vais vous donner un exemple. À Genève, toutes les compagnies aériennes, Alitalia, Air France, Lufthansa, toutes ont fermé leurs bureaux à Genève. À cause évidemment,
des possibilités de réserver par Internet, etc. Elles n'ont plus que des box à l'aéroport. Eh bien, Algérie est l'une des rares compagnies, il y en a peut-être juste 2 ou 3, qui ont encore des bureaux qui font plus de 200 mètres carrés en plein centre-ville, qui coûtent une fortune et qui ne servent à rien. Mais quand je dis qu'elle coûte une fortune, elle coûte une fortune en loyer, 15-20 000 francs suisses par mois, mais elle coûte une fortune vu le nombre d'employés qui sont utilisés dans ces agences, alors qu'ils ne sont en rien productifs. Et même quand vous téléphonez, vous attendez, ils sont occupés, paraît-il. Il faut vous déplacer. Et quand vous déplacez, surprise, il y a un chat, 2 chats au maximum. C'est pour donner l'impression que le personnel est occupé. Donc, vous parlez d'Air Algérie, vous pouvez parler de la CNAM, vous pouvez parler de Sonatrach. Parler de Sonatrach, c'est pareil. 60 ans, 50 ans d'investissement, de formation, des milliers de cadres de Sonatrach. Je dis bien des milliers ont fait des formations. Quand vous les additionnez de 3 mois en 3 mois, de mois en mois, c'est des années de stage à l'étranger et Sonatrach ne sait même pas forer un puits toute seule ou faire de la sismique 3D ou investir comme toutes les compagnies dignes de ce nom à l'étranger, ne serait-ce que dans les pays voisins, prendre des champs, prospecter, découvrir aussi du pétrole à l'étranger, augmenter les réserves algériennes, pas seulement avec du pétrole et du gaz algérien, mais également à l'étranger, puisqu'on a de l'argent et on a des compétences. Tout est pourri, si jamais. Et nous allons enchaîner sur cette histoire de retraite anticipée. Oui. Je vous rappelle, Ali Benouari, qu'il y a quelques années, quand il y a eu cette fameuse restructuration des entreprises, parce que les gens voulaient faire même basse sur tout le tissu industriel, les usines, les lots de terrain, les équipements, et pour les vendre aux copains et aux coquins. Donc on avait envoyé, je me rappelle, des millions de travailleurs, et on les a renvoyés chez eux. Les uns avec des indemnités, les autres avec des retraites proportionnelles, anticipées et tout. Mais oui. Et aujourd'hui. Oui, allez-y, je vous en prie. Donc ce sujet des retraites anticipées. Dans les années 90, on a renvoyé des centaines de milliers de travailleurs, on les a mis au chômage et on a encouragé les départs à la retraite à 40 ans. Oui, en effet. Alors, le prétexte était tout trouvé. Les entreprises publiques étaient en faillite, ne pouvaient plus faire payer leurs salariés. Tout l'argent que leur donnait l'État, vous savez, je suis le premier. La première opération d'assainissement financier des entreprises, c'est moi qui l'ai lancée en 1991. Nous sommes en 2016, on continue d'assainir financièrement les entreprises publiques. Qu'est-ce que c'est assainir financièrement les entreprises publiques? Dans un premier stade, on a voulu limiter les recrutements. Quand le FMI est passé par là en 1994, Bouyakhia et consorts ont été encouragés à liquider des milliers d'entreprises, par exemple 1000 entreprises locales ont été liquidées et des centaines d'entreprises nationales ont été liquidées, provoquant plus d'1 million de chômeurs, d'Algériens mis au chômage. Et on a encouragé les départs à la retraite à 40 ans, mais pendant ce temps-là, tout n'était pas perdu pour tout le monde, puisque beaucoup d'hommes d'affaires, qui se disent hommes d'affaires, en ont profité pour acheter les biens des entreprises. Pour acheter à vil prix. À vil prix, bien sûr, c'est des cadeaux. Oui. Et ce sont devenus de prospères hommes d'affaires aujourd'hui, en 2016. Et comme quoi tout n'est pas perdu pour tout le monde. Alors cette politique de retraite, elle a connu ensuite, avec l'opulence, avec les rentrées financières à partir de 1999, on a enterré les plans d'ajustement et tous les efforts de restructuration menés par le FMI, et on a FMI de nouveau à recruter. Et puis tout de même, il y a eu, je me souviens, Sellel, et avant lui aussi peut-être Yahya Ibn Khadem, mais surtout Sellel, ces dernières années, obligé les cadres à partir à la retraite à 60 ans. Mais ils n'ont jamais respecté leurs décisions. Donc, après les avoir poussés à partir de 40 ans, ensuite on les a encouragés à rester, puis on leur a dit à partir de 60 ans, vous dégagez, laissez la place aux jeunes. Ensuite, on s'est ravisé, et la plupart des PDG d'entreprises publiques aujourd'hui ont plus de 60 ans, donc l'État ne respecte pas eux. Et maintenant, de nouveau, il remet en cause sa politique de retraite. C'est de la navigation à vue, c'est de la démagogie, ça n'obéit à aucune règle. Et je ne vous parle pas des montants misérables des retraites, si Jamel. Et je ne vous parle pas du chemin de croix, du parcours des combattants, parce que j'en sais quelque chose, pour toucher sa retraite. Si vous avez le malheur d'avoir perdu vos fiches de paye des années 70, comme moi, ou si vous avez le malheur d'avoir travaillé pour des entreprises qui ont fait faillite, comme moi, je cite la DNC, ANP,
eh bien, vous n'avez pas, votre retraite est amputée. Il vous faut 2 ans pour constituer votre dossier de retraite, et une fois que vous êtes arrivé à bout, vous n'avez pas votre retraite à 100% parce qu'il vous manque des années. Vous ne pouvez plus prouver que vous avez travaillé, même si vous avez des traces au niveau de la caisse nationale de retraite. Ce problème de retraite est un problème qui va, tôt ou tard, c'est un baril de poudre. Parce que des millions d'Algériens vont se retrouver à la retraite, anticipée ou pas. Je ne crois pas qu'il y ait des retraites. Mais justement, au sujet de la retraite anticipée, pourquoi le pouvoir cherche maintenant à changer la loi, à empêcher les gens de partir en retraite anticipée avant 60 ans? Pourquoi? Pourquoi? Pour moi, c'est un mystère. Parce qu'il n'y a pas de chiffres. J'aurais compris que l'on dise, voilà, la Caisse nationale de retraite, les caisses de retraite sont déficitaires, donc on a besoin de plus de cotisants. Mais comme il y a beaucoup de chômeurs, donc ce n'est pas un argument, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, puisqu'il y a beaucoup de chômeurs qui peuvent aujourd'hui travailler et remplacer les partants, en théorie. Parce que souvent, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas bien formés pour assumer des responsabilités, en tout cas pour les tâches de responsabilité. Mais peut-être aussi qu'ils subissent il y a un gros trou, la sécurité sociale algérienne, peut-être qu'elle a un gros trou lié à Khalifa, peut-être qu'elle ne s'en est pas remise, peut-être qu'aujourd'hui ils ont un déficit tellement énorme qu'ils ne veulent pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de chiffres, mais il n'y a pas de chiffres, Ali Benouali, il n'y a pas de chiffres. Mais il semble très évident que les caisses de retraite versent beaucoup plus qu'ils ne perçoivent de cotisations. Il y a un très gros déséquilibre. Mais est-ce que le fait d'empêcher le départ en retraite anticipée va combler ce trou, comme vous dites? Franchement, je ne crois pas. Je n'ai pas les chiffres. Mais pour moi, c'est de la démagogie. Et ils font semblant, peut-être qu'au fond, ils font semblant de gérer. C'est pour donner l'impression qu'ils connaissent leur dossier, qu'ils ont étudié la situation des caisses de retraite, qu'ils connaissent... Mais moi, j'aimerais les side aspects, toujours les à côté qui permettent d'expliquer ce qu'ils font. Je vous ai parlé de Khalifa et des trous. Vous savez ce qu'a fait Sidi Saïd? Vous savez qu'il a confié... Oui. Il a trafiqué un PV du conseil d'administration pour mettre l'argent des travailleurs, l'argent des cotisations des travailleurs et des œuvres sociales dans les banques de Khalifa, et il n'a pas été inquiété pour ça du tout, parce qu'il ne figurait pas dans l'acte d'accusation. Voilà, pas plus que Medelsi d'ailleurs, qui est responsable. Et pas plus que Boujara Sultani, qui était ministre à l'époque. Qui aujourd'hui se permet d'éliminer des candidats, n'est-ce pas, à partir du Conseil constitutionnel. C'est incroyable ce qui se passe. Mais il y a aussi le fait que le marché des liquidités est asséché par le déficit du Trésor, et là, on va en parler de plus en plus. Non seulement il n'y a plus d'argent dans les caisses du Trésor, mais le Trésor, pour continuer à payer les fonctionnaires, pompe l'argent des banques, et l'argent de la sécurité sociale, et l'argent, toutes les entreprises publiques, ou les caisses d'assurance qui ont de l'argent, l'État a puisé là-dedans, est en train de puiser là-dedans, il n'y a plus d'argent pour prêter aux gens. Ali Benouali, à ce sujet, justement, à ce sujet, il n'y a plus d'argent. Aujourd'hui, la majorité, l'immense majorité des retraités ont des pensions de retraite absolument scandaleuses, qui ne leur permettent même pas de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, comme manger, dormir, s'habiller, se soigner. Maintenant que vous dites qu'il n'y a plus d'argent, est-ce à dire qu'il n'y a plus d'espoir de revaloriser ces pensions de retraite? À mon avis, il n'y a plus d'espoir. Pas plus qu'il n'y en a d'augmenter les salaires. C'est fini. Tout ça est fini. Aujourd'hui, le régime se demande comment il va payer les fonctionnaires l'année prochaine, sans augmenter les salaires. Le déficit est abyssal. J'ai été le premier à le dire, et tout le monde est en train de le constater, à dire que les liquidités intérieures vont être asséchées et les réserves de change vont disparaître. Pour les réserves de change, on en a encore peut-être pour 2 ans, voire 3 ans au maximum, mais pour les liquidités en dinars, le trésor est vide. Le solde global du trésor, l'année prochaine, va être négatif. Et ils ne vont pas recourir à la planche à billets? Ils vont recourir à la planche à billets. Alors, n'ayant pas, très bien, il n'y a pas d'argent. Mettons que l'État doit dépenser 6 000 milliards de dinars l'année prochaine, et il n'a que 3 000 milliards de dinars en caisse. Je donne des chiffres plus ou moins justes, mais enfin, pour fixer les esprits.
il manque 3 000 milliards de dinars pour payer les fonctionnaires, les policiers, les gendarmes, les militaires, etc., les médecins des hôpitaux, etc., payer les retraites, etc. Où est-ce qu'il va trouver cet argent? Voilà un exercice que j'ai fait à l'université de Béjaïa. J'ai dit aux étudiants à Béjaïa, voilà, j'ai ramené une loi de finances, j'ai tout ramené, et dit, on va refaire la loi de finances ensemble. Nous sommes le Parlement de l'Algérie. Et je vais vous faire, ça va être interactif. Et nous avons refait la loi de finances, comme si nous étions aujourd'hui au Parlement, pour voir qu'est-ce qui est possible. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choses possibles, et ce que nous avons fait comme exercice, c'est probablement ce que le pouvoir va faire. Il va dévaluer un petit peu et de manière inexorable, régulière. Parce que chaque fois qu'il dévalue, il y a plus de dinars qui rentrent dans les caisses. D'accord? Oui. Même si le pétrole n'augmente pas, si on dévalue de 100% par exemple, il y a 2 fois plus d'argent qui rentre en caisse au titre des impôts de la fiscalité pétrolière. Donc il le fait. Il va augmenter les tarifs des carburants. Il le fait. Mais ça ne suffit pas. J'avais dit que c'est de la rigolade. Et vous allez voir la preuve que la consommation de carburant a augmenté, elle n'a pas baissé. Vous savez, les derniers chiffres. Donc ils vont continuer à augmenter les tarifs. Ils vont diminuer les subventions. Et les soutiens des prix, de l'argent. les soutiens des prix, et augmenter les recettes. Les soutiens des prix de produits de consommation, de première consommation? Bien sûr qu'ils vont diminuer. Bien sûr, vous allez voir que les prix de tous les produits vont augmenter. Je vous donne date, prenons date. Vous allez voir en septembre, à la rentrée, vous allez voir en décembre, vous allez voir l'année prochaine, vous allez voir tous les trimestres que les prix vont augmenter. Les prix vont augmenter, donc la TVA l'État va faire entrer plus d'argent au niveau de la TVA, il va diminuer donner moins de subventions, effet et cause à la fois, il va dévaluer et donc le pouvoir d'achat des gens, les prix vont augmenter. C'est un cercle au fond un cercle vicieux qui va être exactement celui que le FMI va recommander et qu'il a d'ailleurs commencé à recommander. Parce qu'il n'y a pas de choix, c'est la politique de la contrainte qui nécessairement amènera le pouvoir à faire une politique de la demande. C'est ça le FMI. Comment réduire la demande? Parce qu'il est trop tard pour faire une politique de l'offre. Parce qu'une politique de l'offre, et je parle au peuple algérien, nous l'avons raté. C'est en 1999 qu'il fallait faire une politique de l'offre, de manière à augmenter le potentiel de production industrielle, augmenter le tourisme, etc., pour que 15 ans, 17 ans après, on se retrouve dans la situation... Cela n'a pas été fait malheureusement et je suis obligé de vous interrompre, Ali Benouari. Même si le pouvoir aujourd'hui décide de faire une vraie politique industrielle, etc., il faudra au moins 5 ans pour en voir le résultat, et à supposer qu'il ait les moyens de financer cette politique. Or, il n'a plus les moyens de financer cette politique. Merci Ali Benouari. Donc, c'est sur ces sombres perspectives, malheureusement, que nous clôturons cette émission, que nous vous disons Qawala khair, b'slama. Qawala khair.